Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne du jeudi 29 octobre. Aujourd'hui, au cœur de l'émission et surtout dans nos cœurs, c'est le monde de la culture, puisque suite aux annonces du Conseil fédéral, la culture s'est pris une claque en plateau. Vincent Zaguer, directeur d'Opus One. Ensuite, direction Gland pour revenir sur l'incendie qui a eu lieu dans la nuit du lundi au mardi. Au micro de Joël Brunner, le directeur de l'entreprise, Marc Bucher. Ensuite, on souffle un peu avec des bonnes nouvelles, les 25 ans de la Fédération suisse des parlements des jeunes en plateau. Damien Richard, président du FSPJ. Enfin, en sport, toujours suite aux déclarations du Conseil fédéral, tous les sports de contact sont désormais interdits. La seule exception vaut pour le sport d'élite. Tous les détails en compagnie de Xavier Paradès, président du bébé Seignon, au micro de Joël Brunner. Coup de massue pour la culture. Le Conseil fédéral interdit les manifestations de plus de 50 personnes. Avec cette limitation, les milieux du spectacle sont évidemment sonnés. Du côté des activités culturelles non professionnelles, le chiffre est limité à 15 personnes. Dans ce contexte, comment pourront survivre les concerts et les salles de spectacle? On en parle avec vous. Vincent Zaguer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur d'Opus One. Permettez-moi de commencer cette discussion de la manière suivante. Comment ça va? Moyen. Écoutez, non, c'est compliqué. Hein. On est toute la culture, mais pas que, est dans une situation préoccupante. Les annonces d'hier auxquelles on s'attendait, c'est vrai, nous plongent dans une incertitude qui dure depuis 8 mois et qui va continuer à durer plusieurs mois encore. Et ce qui nous inquiète, c'est de savoir si les aides sur lesquelles on a pu compter ces derniers mois de la part des cantons et de la Confédération seront maintenues, dans quelles proportions, selon quelles règles, parce qu'aujourd'hui, on est sans ressources, sans revenus depuis passablement de mois et la situation est tendue. On a l'impression de vivre un peu un jour sans fin. On vous recevait sur le plateau le 12 mars. Qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant ? Alors, entre avant et maintenant, pas grand-chose, puisqu'on a fait notre dernier spectacle le 6 mars, et puis qu'on a fait notre premier spectacle le 3 octobre, pour arrêter peu de temps après. On a, entre-temps, annulé ou reporté pas loin de 150 spectacles, et puis ça va continuer encore. Donc, ce qui a changé, c'est finalement la manière de se projeter dans notre métier, dans les projets, l'incertitude qui règne, que la situation sanitaire entraîne. On sait bien que personne n'en est responsable, mais elle nous empêche clairement de pouvoir projeter, planifier, imaginer des projets, ou du moins on essaye, mais on constate que depuis 8 mois, on tricote des projets, qu'on détricote ensuite, qu'on déplace, qu'on reconsidère, qu'on redimensionne. Donc à la limite, c'est plus compliqué de désorganiser que de construire. Oui, c'est plus compliqué, puis c'est surtout très vain. Vous savez, le mythe de Sisyphe, c'est celui de ce pauvre Sisyphe qui roulait son rocher jusqu'en haut de la montagne et qui redescendait à chaque fois, et c'est vraiment le sentiment qu'on a aujourd'hui. Soit le mythe de Sisyphe, soit l'image du hamster qui tourne en rond dans sa cage et dans sa petite roue. Il n'y a pas de perspective dans ce domaine-là, donc on doit se faire à cette idée, qui est compliquée, parce que c'est notre vocation, c'est de construire des spectacles, c'est de remplir des salles, c'est de voir des théâtres qui sont pleins, c'est d'avoir des artistes sur scène. Et puis tout ça est contrarié depuis de nombreux mois, et c'est compliqué à vivre. Durant cette saison estivale, combien de spectacles, concerts vous avez pu organiser? Aucun. 0. Absolument 0. Cet automne, c'est tout. À partir du moment où les événements de plus de 1000 spectateurs étaient de nouveau autorisés, donc c'était le cas depuis le 1er octobre, avec des conditions assez dures, drastiques, mais on s'est vraiment consacré depuis la rentrée de septembre à la mise en place de plans sanitaires, de concepts sanitaires pour pouvoir jouer. Je pense qu'on a joué le jeu et que ça fonctionnait bien. Je veux dire par là qu'il n'y a pas eu aujourd'hui en Suisse de cas de contamination dans un théâtre ou dans une salle de concert. Donc c'est un peu frustrant et difficile pour nous, même si l'urgence sanitaire, c'est quelque chose que nous comprenons, mais de se dire qu'on a fait tout juste. On a suivi à la lettre les prescriptions qui nous ont été imposées, mais malgré ça, on est contraint d'y renoncer une nouvelle fois. Et on ne sait pas combien de temps ça durera. Vous savez, les dernières mesures qui ont été annoncées hier le sont pour une durée indéterminée. Donc on s'attend, nous, à ce que la perturbation prenne encore de nombreux mois. Sans délai, justement. Vous êtes toujours à 18 collaborateurs à Opus One ? Toujours, absolument, absolument. On bénéficie, comme
comme la plupart des entreprises culturelles et des entreprises très impactées par la situation du Covid, par la crise du Covid, des RHT, ce qui permet de mettre les gens au chômage partiel, mais de préserver leur emploi pour l'instant, et ça c'est important, parce que c'est aussi un savoir-faire et des compétences qu'on préserve. Les métiers qu'on fait sont particuliers. Mais vous nous disiez justement, lorsque vous étiez venu le 12 mars, que c'était une situation que vous pouviez vivre à court terme. Aujourd'hui, on est presque dans le long terme déjà. On est 8 mois passés, c'est déjà du long terme, et puis l'année est bientôt là, et on y arrivera cette année. C'est une certitude aujourd'hui qu'on sera arrêté longtemps. Vous savez, je vous disais peut-être aussi à ce moment-là qu'on avait le sentiment, et on en a la certitude aujourd'hui, qu'on a été les premiers arrêtés, c'était fin février, et on sera sans doute les derniers à être autorisés à revenir avec nos collègues du sport, avec l'industrie du tourisme aussi. C'est certain que c'est pour nous beaucoup plus long que pour les autres, et on est très très fortement impactés. On sait que Paléo se donnait jusqu'à la fin de l'année pour décider ce qu'il en était de l'avenir, mais là, c'est carrément foutu. Très peu de raisons d'y croire pour l'avenir. C'est difficile pour moi de répondre à la place de Paléo, mais je sais que le festival, comme tous les festivals de Suisse, et d'ailleurs se pose les mêmes questions. C'est jusqu'à quand est-ce qu'on peut différer la décision de faire ou de ne pas faire? Quelles sont les conditions cadres pour pouvoir faire un festival en plein air? Et c'est complexe parce que la plupart des réponses à ces questions, elles n'existent pas aujourd'hui. Donc il va falloir attendre encore un peu. Et puis, ce qui veut dire qu'on est de nouveau dans cette dominante d'incertitude qui rend la mise en place de projets de fait impossible. Est-ce que vous auriez préféré qu'on interdise, qu'on ferme carrément les théâtres, les salles de spectacle, plutôt que de vous autoriser à 50? C'est quoi l'enjeu là derrière? C'est financier? Je ne sais pas. Nous, 50, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. On est, en tant qu'organisateur privé, on se finance avec la billetterie. Imaginez 50 billets, ça ne couvrira même pas les frais de location d'un théâtre. Donc ça n'est tout simplement pas possible. Pour d'autres acteurs culturels, je regardais les différentes réactions, subventionnés notamment. Certains peuvent le faire, décident de le faire, comme un geste sans doute militant. Et puis d'autres renoncent, parce qu'ils se disent aussi que dans un théâtre de 4 à 500 places, d'avoir 50 personnes perdues au milieu, ce qui fait le sel et le sens d'un spectacle, c'est cette interaction entre l'artiste et le public. Mais quand votre salle résonne parce qu'elle est vide, est-ce que c'est vraiment rendre service aux artistes de les envoyer dans une situation-là qui est difficile? Moi, j'ai vécu le 12 mars le cas d'un spectacle, c'était ici à Gland, au Théâtre de Grandchamp, un seul en scène d'un artiste avec lequel on travaille, dans une salle dont la jauge avait été fortement réduite, c'est-à-dire que c'était un rang sur deux, une place sur deux dans chaque rang. Et je me souviens qu'en sortant de scène, il me disait c'était difficile parce qu'on sent pas le public, on sent pas la salle, on ne sait pas si les gens sont là. Alors voilà, peut-être que certains considèrent qu'aujourd'hui c'est vraiment faire acte de militantisme que d'y aller malgré tout. Nous, on ne peut pas parce qu'économiquement ça n'a aucun sens. Et on le voit, vos yeux brillent quand vous en parlez parce qu'on a envie de retourner dans ces salles de spectacle, de vivre ces émotions. Ça nous manque à toutes et à tous. On aurait espéré voir des concerts cet été, il y en a eu quelques-uns ici et là, mais ceux qu'on connaît, ceux qu'on a l'habitude de pratiquer dans des grands festivals, dans des grandes salles, non, ça n'existe pas pour l'instant. Donc on essaye de rester optimiste. Quelles sont les solutions que vous voyez, ou est-ce que non? Écoutez, l'optimisme c'est nécessaire, mais il ne faut pas que ça confine à la naïveté non plus. Aujourd'hui, on est dans un optimisme quand même teinté d'inquiétude parce que, tout simplement, on voit qu'on n'a aucun moyen, au-delà même de la construction des projets qu'on fait habituellement. Notre métier, c'est d'être producteur et organisateur, donc de lancer des projets, de les monter. Au-delà de cet enjeu-là qu'on ne peut pas réaliser, mais même si on se projette plus tard dans le futur, on n'a pas de ressources, on ne vend pas de billets, donc on n'a pas de quoi vivre. Et si les aides qu'on nous accorde s'arrêtent, c'est fini. Tout simplement. Donc ce qui vous soulagerait, ça serait d'avoir un cas de rigueur aujourd'hui dans le Oui, je pense, mais on est, de fait, il faut aussi voir que des choses se mettent en place, que la perception politique, notamment des difficultés du secteur de la culture, mais aussi du tourisme, voire de certaines industries, elle est là. On constate que la perception existe, que la prise en compte de nos réalités existe petit à petit, et puis que des choses se mettent en place. Parce qu'on a parfois entendu, désolé, on a parfois entendu l'inverse justement, que certains artistes n'étaient pas pris en considération, qu'ils avaient fait des demandes, qu'ils n'avaient pas été aidés. Non, alors on voit bien que le tamis, il n'a pas permis de prendre en compte, d'arrêter tout le monde. Certains sont tombés, et puis il y a des corrections qui se sont faites.
Le système n'est pas parfait. Moi, je dois dire que jusque-là, on a eu vraiment une qualité de réponse du côté des autorités cantonales, notamment, qu'il faut souligner. Le canton de Vaud a très bien fait son travail et j'espère qu'il continuera à le faire parce qu'on en a besoin. Mais c'est le paradoxe de nos activités. On a toujours travaillé depuis des années sans subvention, donc à nos propres risques, en finançant nos projets nous-mêmes et grâce aux spectateurs qui viennent assister au spectacle qu'on fait. Aujourd'hui, on n'est plus en mesure de le faire. Les gens n'achètent plus de billets, c'est bien normal. Ils se demandent ce qui va se passer, ils sont inquiets. Le message général est plutôt anxiogène. Donc, on a besoin de ces aides pour passer cette très très mauvaise passe et espérer se relancer à l'issue de cette crise qui durera le temps qu'elle durera, ma foi. Et vous me disiez en arrivant que la nuit a été longue et certainement que les prochaines en seront ainsi. Comment ça va se passer? Beaucoup de réunions, j'imagine. Oui, beaucoup de réunions parce qu'on a des cas. Vous savez, chaque spectacle qu'on reporte ou qu'on déplace ou qu'on annule, c'est un crève-cœur, mais on a des cas encore plus complexes. Aujourd'hui, on est aussi producteur, on accompagne des projets qui naissent sur scène. Il y en a un qui doit commencer à Yverdon la semaine prochaine, qui s'appelle Caravane en chœur. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer. On est en train de parler avec des artistes, une équipe technique, une équipe artistique, qui travaille depuis plus d'1 an à ce projet, qui le répète depuis plus de 4 semaines, et on est en train de l'annuler, purement et simplement parce qu'on ne pourra pas jouer. Donc ça, c'est des moments difficiles, ça nécessite de la concertation, ça nécessite du dialogue, et puis de chercher des solutions pour qu'un jour ou l'autre, ce projet puisse exister, en espérant qu'on trouvera la solution. Vincent Zaguer, directeur d'Opus One, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci à vous. Merci. À Gland, le magasin SB Sport est en cendres. Dans la nuit de lundi à mardi, aux environs de 1h du matin, l'enseigne SB Sport a pris feu. Joël Brunner donne la parole au directeur de l'entreprise, Marc Bucher. Dans la nuit de lundi à mardi, le magasin SB Sport a pris feu. Marc Bucher, vous êtes le directeur de l'entreprise basée à Gland. Est-ce qu'on connaît désormais la cause de l'incendie? Alors, non, bonjour. Non, malheureusement pas. Et il semble que c'est des personnes malveillantes qui ont mis le feu à la terrasse de notre café, qui celle-ci s'est embrasée et avait sous l'effet, je dirais, de la chaleur. On a les vitres du café qui ont explosé et le feu a pénétré dans le café, donc a complètement détruit notre partie café. La partie playground a été fortement touchée et tout le magasin a été impacté, surtout par la fumée, les nuisances, de tout ce que la fumée représente. Des dégâts donc assez importants. Financièrement, à combien est-ce qu'on peut les chiffrer? Alors, à ce jour, c'est hyper difficile, mais c'est clair que le café est complètement détruit. Donc, il y a non seulement le mobilier, mais l'immobilier à refaire de A à Z. Et puis, c'est ce qu'on a depuis ce matin. On est en route pour l'évaluation des dégâts sur le matériel destiné à la vente, mais ce sera évidemment assez conséquent. Ça tombe vraiment une période qui est difficile dans le sens où c'est le pic, c'est le moment de l'année où on a le plus de stock avec tout ce qui concerne l'hiver qui était quasi tout arrivé. Est-ce que le matériel de vente a été touché lui également? Alors, il a été touché surtout par toutes les nuisances que la fumée apporte et l'odeur est assez présente. Donc, effectivement, il y a une désinfection qui a commencé à s'opérer dessus, mais à voir comment le rendu sera fait. Donc voilà, le matériel est récupérable à 100%, donc tout ce qui est ski, chaussures de ski. La grosse discussion et la grosse attente maintenant, c'est sur la confection. Qu'est-ce que ça signifie pour l'entreprise? Le magasin est désormais fermé. Est-ce qu'on entrevoit déjà une réouverture? Et puis aussi pour le pôle sport-études, puisqu'il y a les jeunes qui viennent s'entraîner aussi tous les jours. Voilà, alors la première question, la première partie de votre question, c'est le magasin sera fermé le moins longtemps possible, mais je pense qu'il faut quand même qu'on compte une quinzaine de jours pour pouvoir tout désinfecter, tant au niveau des vêtements, du mobilier, de l'immobilier, etc. Parce qu'on a passablement de murs qui sont devenus noirs, etc. Donc ça, c'est la première chose, donc j'ai une quinzaine de jours. Et la deuxième chose, pour tout le pôle, ils ont des activités, le sport-études particulièrement, on est en train de mettre en place une forme de délocalisation, mais c'est encore pas tout à fait fait. Mais il semble qu'on aurait la possibilité peut-être de les faire étudier dans la maison de mes parents et manger à midi dans la maison de mes parents avant de rejoindre ou les cours de tennis chez nous en début d'après-midi pour faire une activité, ou selon les décisions du Conseil fédéral qui vont tomber tout à l'heure, d'aller peut-être au centre sportif en bord pour faire leur activité footballistique. Alors ça, je dois malheureusement parler au conditionnel parce que tout n'est encore pas
pas acté. Donc, c'est un peu dans le pipeline maintenant et ça va se décider d'ici la fin de cette semaine. Une phase de reconstruction donc dans tous les sens du terme. Merci beaucoup Marc Buchard. Merci beaucoup à vous et excellente journée. Un quart de siècle pour la Fédération suisse des parlements des jeunes pour célébrer son 25e anniversaire. Et cette 25e édition s'est déroulée la semaine dernière sur 3 jours. Plusieurs conférences et événements à Nyon. On en parle avec le coprésident du comité directeur de la Fêtière, Damien Richard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment s'est déroulé cet anniversaire ? C'était génial. On a eu une chance d'avoir des participants aussi motivés, puis aussi d'avoir un podium aussi bien motivé, puis un événement aussi beau que ça. C'était vraiment génial. Qu'est-ce que vous souhaitiez célébrer avec ces 25 ans ? Vraiment notre réussite, si on peut dire, sur ces 25 années, depuis notre création, les différents projets qu'on a pu mettre en place avec nos projets comme Engage.ch, EasyVote, tout le domaine YouPA qui soutient les parlements et conseils des jeunes en Suisse, tout notre domaine aussi comme fondement de la participation politique aussi qui vient en support et qui vient aussi amener un savoir qui est généré dans les différents domaines. Et c'était vraiment une fierté de pouvoir présenter où on en était actuellement et aussi de se dire où on en sera dans 25 ans aussi. On en parlera d'ici quelques instants, justement. Au centre des discussions, notamment, le thème dominant de cette conférence, c'était la formation et la participation à la vie politique. Vous me dites si je dis une bêtise. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette discussion ? Alors, au niveau du débat, il y a eu du podium, il y a eu différentes prises de position, si on peut dire, ou différentes discussions qu'il fallait continuer à s'engager ou à vouloir le faire. Après, au niveau des différents ateliers qu'on a mis en place lors des workshops, le samedi, où il y a eu plein de... des workshops. Donc voilà, c'était des personnalités de la région et d'autres participants. Comment ça s'est créé ? Donc on a vraiment, dans l'idée, de pouvoir amener des jeunes qui venaient de la région, donc des représentants de la région, comme aussi des gens qui venaient de Suisse allemande, des conseillers nationaux, conseillers aux États pour la partie politique, tout comme des collaborateurs de chez nous qui ont vraiment ce savoir aussi dans les différents domaines dans lesquels ils travaillent, que ce soit au niveau relations avec les médias, et aussi tout ce qui est la partie networking, toute la partie de gestion de projet, qui ont vraiment pu partager ces connaissances avec nos différents membres qui étaient à cette conférence des parlements des jeunes. J'imagine que ces discussions mettaient aussi en lumière le besoin des jeunes. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors principalement qu'on puisse continuer à vivre, si on veut dire, la politique, continuer à s'exprimer même cette situation actuelle et qu'il y a toujours encore un besoin de place pour les jeunes et d'un lieu pour pouvoir s'exprimer, aussi pour être entendu et être écouté. Et le fait d'être plus entendu, ça passe par la formation, vous nous dites ? Pas que. Ça passe par la formation pour comprendre notre système, mais ça passe aussi surtout par une possibilité au niveau des structures existantes, une amélioration et une possibilité aux jeunes de pouvoir s'engager. Une rencontre également avec le Conseil fédéral en la personne de Guy Parmelin. Quel était le message que vous souhaitiez lui faire passer ? Alors pour nous, c'était vraiment de lui faire comprendre, de lui transmettre le message plutôt, que les jeunes ont aussi une voix et souhaitent aussi avoir une place dans toutes les discussions actuelles, principalement sur les thématiques qu'on a de nos jours. Ça sera nous qui devrons vivre les conséquences dans les prochaines années, dans les prochaines dizaines d'années. Et aussi, il y a un des jeunes qui m'a dit une fois, c'est drôle, par exemple, on parle maintenant de politique de retraite ou comme ça, mais ça sera aussi nous qui devrons les supporter et continuer à décider pour le futur. Donc c'est aussi de se dire, mais tout comment on traite la jeunesse de nos jours, ce sera aussi ces jeunes-là qui prendront les décisions quand les aînés actuels seront à la retraite. Donc il y a aussi cette question de, faut apprendre vraiment à vivre tous ensemble, comme on le fait actuellement. Je pense encore aller plus loin au niveau de la voix de chacun qui doit être pris autour de la table. Et parce que vous citez l'exemple du vivre ensemble, j'aimerais y rester un petit peu dans cette situation particulière et cette crise sanitaire. On a l'impression qu'il y a un peu une dichotomie entre les vieux et les jeunes. Vous vous sentez parfois pointé du doigt ? Il y a dans certains cas de figure, oui, souvent on me dit les jeunes continuent à faire la fête, c'est scandaleux, etc. Certes, il y a des jeunes qui continuent à faire la fête, comme il y a aussi des aînés qui continuent à faire la fête, qui continuent à voir leurs amis, à faire leurs apéros, au lieu de les faire à 23h comme peut-être des jeunes, ils les font à 17h, sans respecter les mesures. Je pense que c'est vraiment une question de société dans son ensemble. Il n'y a pas les jeunes, les vieux d'un côté, comme il n'y a pas une question qui doit être on met tous les vieux en quarantaine pour que les jeunes puissent continuer à vivre. Tout comme il ne doit pas avoir les jeunes c'est un scandale, ils font n'importe quoi, mais les jeunes, les anciens, c'est des personnes qui sont irréprochables. Je pense qu'il y a vraiment toute la société qui doit se remettre en question et vraiment travailler ensemble. 2020, une année particulière, encore plus lorsqu'on célèbre ses 25 ans. Qu'est-ce que vous retenez du coup, le fait de célébrer ses 25 ans au sein de cette crise ? Pour nous, c'était quand même une question un peu difficile, est-ce qu'on maintient l'événement, comment on avance. Pour nous, il y a toujours eu cette idée de se dire, peu importe la situation, l'engagement des jeunes, il est tout le temps important, il doit tout le temps être là, et les jeunes ont envie de s'engager, on doit toujours leur donner cette possibilité. Il y a des jeunes qui ont envie d'être présents, ils nous l'ont démontré en venant à l'événement, puis on a aussi eu une ou deux annulations de dernière minute, mais on a aussi toute une partie de jeunes qui a dit non, on voit que les mesures sont respectées, les mesures du Conseil fédéral, qu'on soutient, qu'on met en vigueur aussi. Mais au-delà de ça, il y a toujours ce besoin de participer, comme on voit le Parlement qui veut aussi se réunir
c'est la même chose au niveau des jeunes. Et vous avez su créer une réelle ambiance malgré justement ces mesures qui ont été respectées. Aujourd'hui, la Suisse compte environ 8 ans de Parlement des jeunes, parmi lesquels environ 150 membres de la FSPJ. Qu'est-ce qui va rester de ce jubilé ? Alors, ce qui va rester, principalement, c'est un excellent souvenir, je pense, à tous les participants. Et on a aussi eu à cœur de pouvoir vraiment marquer la chose au niveau physiquement en plantant 25 arbres, en fait, qui symbolisent nos 25 ans, aussi différents arbres fruitiers à Dullier, donc à proximité de Nyon. Et ça a vraiment aussi été une chance pour nous de pouvoir mettre ce projet en place. Et quels fruits est-ce que vous souhaitez récolter du coup à l'avenir ? Alors pour nous, les fruits qu'on aimerait récolter, c'est encore plus de possibilités de participation des jeunes, plus de participation et des structures mises en place qui prennent encore plus la voix des jeunes, si on peut dire. Damien Richard, coprésident du comité directeur pour la Fédération suisse du Parlement des jeunes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On vient aux nouvelles du BBC Nyon et de la Ligue nationale A de basketball. Xavier Paredes, merci d'être avec nous. Quelle est la situation suite aux décisions prises par le Conseil fédéral hier qui n'interdit pas le sport d'élite ? La situation, elle est encore un peu compliquée. On a eu plein de changements ces derniers jours sur des matchs, est-ce qu'on jouait pas. La décision d'hier, bien sûr, change encore les choses. On était censé jouer à Nyon contre Neuchâtel samedi. Finalement, on va aller jouer à Neuchâtel. On a un match lundi qui va être mis contre Lugano à la maison, qui n'était pas prévu à la base, qui était prévu le samedi. Donc, il y a énormément de changements. On attend aussi maintenant des informations de Swiss Basketball suite à la décision qui a été prise hier par le Conseil fédéral, à savoir de limiter à 50 personnes, ce qui équivaut quasiment à du huis clos pour nous. Donc voilà, il y a beaucoup de discussions qui vont avoir lieu, je pense, dans les prochaines heures pour voir quelle est la suite de la saison. Qu'est-ce qu'elle change donc concrètement, la décision du Conseil fédéral ? C'est que maintenant, il n'y a pratiquement plus de spectateurs au match. Oui, avant, avec le canton de Vaud, on avait l'occasion d'avoir 1000 personnes. Nous, on avait limité à 600 personnes pour des raisons de sécurité. Là, c'est clair qu'on passe de 600 personnes maximum à 50 personnes. Donc, ça change beaucoup financièrement pour les clubs parce que pour nous notamment, mais on n'est pas les seuls, les rentrées de spectateurs, de buvettes, de merchandising, c'est des rentrées importantes. Donc, c'est toutes des rentrées qu'on n'aura pas en jouant avec 50 personnes ou qu'on n'aura quasiment pas. Donc, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Ouais, la Swiss Basketball League, la Ligue nationale A de basket, c'est un championnat un peu en difficulté. On sait qu'il y a plusieurs équipes qui ont dû se retirer pour des raisons financières cette année. Quelle est la situation au BBC Nyon ? Ouais, c'est clair que c'est difficile pour tout le monde. Avec la saison, même sans l'arrêt de la saison l'année dernière, il y avait déjà des clubs qui étaient en difficulté, qui ont dû se retirer. À Nyon, on a été extrêmement prudent sur cette saison. C'est clair que l'arrêt de la saison dernière, on a eu l'occasion d'en parler déjà, a été difficile pour nous. On est reparti avec un budget assez faible pour ne pas prendre de risques. Nous, c'était vraiment important financièrement. Donc, pour l'instant, on est à flot, on est bien. C'est clair qu'un arrêt de la saison va nous faire du mal, mais je pense qu'on a essayé d'être vraiment prudent, d'être vraiment conservateur sur notre budget pour pouvoir toujours rester à flot, même si on devait arrêter la saison. Alors ça va nous faire mal, ça va nous générer des pertes encore cette année, mais théoriquement, ça ne va pas remettre en cause la survie du club. Sur le plan sportif, maintenant, il y a eu un match seulement qui a pu être disputé pour le moment. Comment est-ce que l'équipe est en forme ? Non, je crois que ce premier match était plein de promesses. Alors, on a malheureusement perdu. Je pense que le score était un peu sévère contre nous parce que l'équipe a bien joué. On est content du travail qui est fait avec l'équipe. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui progressent. On a un Benoît Eman qui a fait un match juste extraordinaire. On a vraiment des bons joueurs. On a des nouveaux Suisses qui arrivent, qui doivent encore s'adapter, où ça va prendre encore quelques semaines, quelques mois pour qu'ils s'adaptent. Mais je crois que pour l'instant, on est content en tout cas de la façon dont l'équipe joue, de l'énergie qui est mise sur le terrain, du style de jeu collectif. C'est vraiment ce qu'on veut. Donc, je pense que c'est plutôt positif. Alors après, c'est qu'un seul match. Mais je pense qu'en tout cas, voilà, on peut être en tout cas fier de ce qui a été fait sur ce premier match et l'équipe continue à travailler. Alors, il y a eu le confinement de l'équipe, mais l'équipe travaille et on continue à avancer. Avec un mot d'ordre qui est plus que jamais mis en avant cette année, c'est la formation de jeunes joueurs de Suisse. Non, je crois que c'est la philosophie du club et je pense que dans des temps un peu difficiles comme c'est le cas en ce moment, il faut vraiment qu'on se tourne vers notre base. Et notre base, c'est la formation. Notre base, c'est travailler avec les joueurs suisses, c'est travailler en équipe, travailler de manière collective.
Et c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et pour l'instant, on est content de la façon dont ça se passe. Et on espère qu'on va pouvoir continuer à le faire malgré la situation compliquée. Merci beaucoup Xavier Paredes. Donc pour l'instant, la suite est un peu floue, mais les 2 matchs de ce week-end, un samedi et un lundi, restent maintenus. Merci Xavier. Merci beaucoup. C'est tout pour cette quotidienne du jeudi 29 octobre. On se retrouve demain pour la rétro. Très bonne soirée à tous.